Federico García Lorca. Et s'il avait été là, je pense qu'il aurait approuvé un petit peu tout ce qui a été dit. Car il a passé toute sa vie à défendre fraternité, égalité, et surtout liberté. Il a soutenu les différences et il donnait son opinion dans des conférences, avec son théâtre. Et finalement, ce qui est arrivé, on l'a assassiné lâchement pour ses convictions. Voilà. Alors vous allez entendre 5 chansons, enfin si vous êtes encore là pour les écouter, parce que je vois que tout le monde s'en va. La première s'appelle Anda Jaleo. Anda Jaleo, c'est un cri de révolte, c'est un cri pour dire allons-y, allons en avant. Et c'est une chanson populaire qui a été recueillie par le poète, parce qu'il était aussi musicien. C'était un artiste talentueux dans plein de choses. Et donc, il a recueilli ces mélodies et les a harmonisées à sa manière. Puis, vous entendrez un poème en espagnol, toujours de García Lorca, mis en musique par nous-mêmes, qui s'appelle La Luna. Et ensuite, 3 chansons en galicien, qui s'appellent Réveille-toi, mon aimé, Erguete mi amada. Et ensuite, c'est quoi j'ai plus Ay, Ruada, Ruada. C'est la fête de la petite Vierge à Mojilla. Il avait assisté à ça, il en a fait une très belle poésie. Et pour terminer, Chove en Santiago. Il pleut sur Santiago, ou à Santiago. Fiume di cammino verde por versi, la divisava por versi, la divisava. Y solo divisa el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. No sacas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será quebranto, para mí será dolor. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. En la calle de los muros han matado una paloma, han matado una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. La luna no se ve en las ferias. Hay demasiadas lunas sobre el césped. Todo juega a ser luna. La misma feria es una luna herida que cayó en la ciudad.
picas bailan en los cristales y algunas se detienen sobre los nubarrones de la charanga. La luna de azul no se ve en las ferias, se vela suspirando, me duelen los ojos. La luna no se ve en las ferias, todo puede ser luna. Erguete, miña amiga, que já cantan os galos do dia. Erguete, miña amada, porque o vento murcha como unha vaca. Os arados van e ven, dende Santiago a Belén, dende Belén a Santiago. Un ancho ven en un barco de prata fina, que traidor de Galicia. Erguete, miña amiga, que já cantan os galos do dia. Erguete, miña amada, porque o vento murcha como unha vaca. Galicia deitada e queda transida de tristes ervas. Ervas que cubren teu leito e a negra fonte dos teus cabelos, cabelos que van a
le plus court possible pour que d'autres personnes puissent en poser aussi. Merci. Alors, attendez, pour le moment, il est en train de signer un ouvrage, il ne vous entend pas. Vous pouvez attendre 2 petites secondes qu'il vous entende. Oui, merci. 2 petites secondes. Oui. Prends l'initiative. Voilà, vous pouvez poser votre question, reposer votre question assez courte à Bertrand, s'il vous plaît. Si vous voulez attendre que les enfants éduqués aujourd'hui arrivent au pouvoir, il faudra 35 ans. Et pendant ces 35 ans, on augmentera la température de l'atmosphère de 5 degrés. Ce sera donc beaucoup trop tard. L'éducation, c'est fondamental, mais c'est un petit peu comme l'histoire du disciple qui demande à un sage quel est le meilleur moment pour planter un arbre, et le sage lui répond il y a 100 ans. Aujourd'hui, on a manqué le coche de l'éducation de la génération précédente, la nôtre. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Il faut continuer à éduquer, bien sûr, éduquer mieux, mais entre-temps, il faut agir. Et entre-temps, il faut agir avec les moyens à disposition. Les moyens à disposition, c'est ceux qui peuvent motiver ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir de changer. Il faut leur donner d'autres outils, il faut leur donner d'autres moyens de faire du profit, il faut leur donner d'autres moyens d'accomplir leur vision égoïste. Mais un égoïste peut être utile aux autres s'il y trouve son compte en même temps qu'il permet de trouver le compte des autres. Alors, on peut prôner un constat absolument juste que tout le monde accepte, comme celui de Pierre Rabhi, mais ça ne donne pas la solution de savoir comment on passe d'une agriculture anecdotique à une agriculture mondiale. On peut faire la révolution. Peut-être qu'une fois, je verrai que ma théorie ne marche pas, qu'on n'arrive pas à changer suffisamment les intérêts des gens qu'on veut convaincre avec les solutions que j'essaye d'amener. Et peut-être qu'un jour, je serai révolutionnaire avec Jean de Sigler, parce que je verrai que j'ai eu tort, je ne sais pas. Mais entre-temps, j'essaye, avec la façon que j'ai trouvée, d'amener des solutions rentables pour protéger l'environnement. Et ça passe par le marché industriel du siècle. Remplacer tout ce qui pollue par quelque chose de propre et d'efficient, ça touche le remplacement des bâtiments, de la mobilité, des éclairages, des chauffages, des airs conditionnés, des processus industriels, des sources énergétiques et de la manière de consommer et de distribuer l'énergie. C'est déjà ce qu'il faut pour enrayer les changements climatiques.
ce n'est pas forcément ce qu'il faut, c'est peut-être pas suffisant pour que tous les êtres humains de cette planète deviennent spirituellement plus évolués. Mais je pense qu'il faut déjà commencer par ce qui est possible et ce qui est faisable avant le wishful thinking et l'utopie. Monsieur, posez votre question, ça fait 45 minutes que vous allez avoir une Ça crampe. donne justement envie d'agir. Agir comment? Je m'appelle Gauthier Deltois, je suis entrepreneur en environnement et gestion des déchets. Et il faut savoir que la Suisse, on est le 2e pays producteur au niveau européen de déchets, le 4e au niveau mondial. Hein, voilà la preuve. On fait une belle conférence sur le développement des déchets. Alors c'est pas en étant effectivement révolutionnaire qu'on va changer les choses, mais c'est en montrant qu'on peut faire pas mieux, pas moins pire, mais beaucoup mieux. Grâce à quoi? Grâce au biomimétisme. Et il y a quelqu'un qu'on ne cite pas souvent, c'est Gunther Pauli qui a fait une conférence et qui en fait aussi, et qui a écrit la bioéconomie, et ça rejoint tout à fait votre état d'esprit, Monsieur Picard, qui est de dire comment est-ce qu'on va faire de l'économie justement en observant cette nature. Et là, la croissance exponentielle est possible. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur la connaissance. Et l'économie comme la connaissance sont infinies. Alors faisons le choix d'aller vers de la connaissance, mais pas de la connaissance pour de la connaissance, en y alliant la sagesse. Et la sagesse, des gens comme Pierre Rabhi, avec ses enseignements, peuvent nous l'amener. Et qu'est-ce qu'on peut après appliquer? Toutes les applications, il suffit de lire le livre de justement Gunther Pauli, où il y a plus de 1000 solutions, plus de 100 solutions qui sont applicables directement. Et ces chers politiques légiférer c'est bien, mais moi en tant qu'entrepreneur, des fois j'en peux plus de cette réglementation. Parce que dès que je mets des choses innovantes en place, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, mais c'est pas dans le cadre réglementaire. Donc légiférer, oui, mais légiférons bien les choses. Demain, on veut construire des bâtiments. Il y a par exemple ici à Genève une société qui s'appelle TerraBlock, qui grâce aux déchets de chantier peut construire des bâtiments. Je suis dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates, les bâtiments ils sont construits partout. TerraBlock, ils ne sont pas présents, pourtant ils existent à Genève. Pourtant, on a la possibilité de le faire localement, on a tout le savoir pour le faire et on ne le fait pas. Moi, il est là le changement de paradigme, c'est laissons les entrepreneurs agir. Et on va faire un peu d'histoire, monsieur Zéguière, vous aimez bien l'histoire, c'est David contre Goliath aujourd'hui. C'est nous les petits David, en nous laissant agir, qu'on pourra changer les choses. Mais si vous ne nous laissez pas ces portes ouvertes, qu'est-ce qu'on fait nous demain? On est face à des mastodontes et on ne peut pas avancer. Et pour toutes les solutions, le biomimétisme, l'inspiration de la nature, on peut répondre à toutes les problématiques qu'on a. C'est une question directement à laquelle Adèle Florence pourrait répondre, puisqu'elle fait de la politique encore, elle est active en politique, elle est verte, donc peut-être qu'elle pourra vous répondre. J'espère, parce que j'ai envie d'agir, j'agis au quotidien, ça fait 2 ans Adèle, que je me bats justement pour être dans la réalité économique actuelle. Pour l'instant, je vis sur le capital de ma société, j'ai beau me battre, prôner ce que je fais, pour en vivre, c'est pas évident aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, mais tu es jeune, mais tu n'as pas d'expérience, mais ce que tu veux faire, on n'est pas sûr au niveau économique comment ça va marcher. Et puis il y a ce contexte réglementaire qui fait que les solutions innovantes, dès qu'on veut mettre des toilettes sèches dans des bâtiments, pourtant l'eau, on l'a dit, on est constitué d'eau, mais dès qu'on veut mettre des toilettes sèches dans des bâtiments, ça fait peur. Et pourtant on utilise de l'eau potable pour évacuer nos excréments. Il faut savoir que la société romaine, vu que vous aimez bien l'histoire, a tué en fait sa capacité à se nourrir demain parce que justement ils ont mis en place que tout allait bien. Donc demain mettons en place des toilettes sèches, mais non, attendez, mais tu comprends, c'est compliqué au niveau réglementaire. Alors moi, il faut qu'on m'explique. Adèle va vous répondre. Merci. Alors, je ne peux pas vous répondre pour Genève et pour le cas que vous citez, parce que je suis élue au Parlement fédéral à Berne. Mais ce que je peux vous dire, notre expérience et mon expérience en tant que verte dans ce Parlement fédéral, c'est tout simplement que les conditions cadres actuelles, elles sont formatées pour l'économie linéaire. Elles vont avec cette économie linéaire et elles l'encouragent. Et notamment le simple fait que si vous regardez les flux, par exemple, de déchets, qu'est-ce qu'on définit comme un déchet? À qui appartient le déchet? Quelle est sa valeur? Et où il va? Qui va s'en occuper? Tout ça, c'est conçu pour l'économie linéaire. Et c'est clair qu'il y a un défi de modification fondamentale des conditions cadres qui doivent maintenant défavoriser cette économie et favoriser, on peut l'appeler comme on veut, économie bleue, économie
régénérative, économie inclusive, il y a toutes sortes de concepts. Enfin, tout ça, c'est de l'économie durable, si on veut utiliser un terme simple. Et il y a actuellement effectivement des très mauvaises conditions cadres pour cette économie-là. Je l'ai dit à la fin de ma conférence, je pense que ce qui est important, c'est que il y a des nouvelles technologies qui émergent, il y a de l'innovation et vous en faites partie. Mais au début, ces technologies, elles exigent des investissements. Dans certains cas, elles exigent des modifications des conditions cadres. Et puis, parfois, elles ne sont pas accessibles tout de suite pour les consommateurs. Et un des rôles du politique, c'est justement mettre ces nouvelles technologies, pratiques, idées, modèles économiques, tout ça, c'est les rendre accessibles pour les consommateurs. Et c'est là où parfois il y a un gap, il y a un creux, il y a un fossé qui fait que justement ces innovations, on n'arrive pas à les généraliser. En fait, on retrouve la discussion, on n'arrive pas à les généraliser. C'est tout l'enjeu du mainstreaming, en fait. C'est partir de produits de niche, d'innovation pure, de produits de niche et les rendre accessibles à tout le monde. Et actuellement, les conditions cadres ne le permettent pas. J'en suis aussi fâchée que vous. Les Verts, ça représente 7% au niveau fédéral. Je vous laisse imaginer quel degré de pouvoir on a avec 7% au niveau fédéral. Il y a d'autres partis, évidemment, parce que, comme Pierre Rabhi, je pense que l'écologie, c'est quelque chose de bien plus fondamental qu'un parti. Il y a d'autres personnes que moi qui s'engagent partout et dans d'autres partis également pour changer ces conditions cadres. Mais pour le moment, nous ne sommes pas majoritaire. Pierre aimerait rebondir et après une question là-bas, je crois. Mais attendez, Pierre va... Oui, c'est simplement dire que nous sommes dans une société de la surabondance, mais qui consomme énormément d'anxiolytiques. C'est-à-dire qu'en fait, l'abondance, il y a l'abondance, mais il n'y a pas le bonheur que devrait susciter l'abondance. Donc c'est une société triste, beaucoup de consommation, de stars, de divertissements de toutes sortes, de drogue pour essayer d'oublier, etc. Et vous allez dans des sociétés beaucoup plus simples, c'est-à-dire qui répondent à leurs besoins et puis elles sont joyeuses. Vous arrivez dans une société qui est censée avoir réussi, et cette société a peut-être tout réussi, sauf de produire de la joie. Et donc nous sommes ici, là, quand même, pour être dans cette joie d'exister. Dans cette joie d'exister, moi je monte dans le train. Il n'y a personne personne ne parle à personne. Pourquoi? Parce que tout le monde est équipé d'instruments de communication. Tout le monde étant équipé d'instruments de communication, plus personne ne communique. Vous voyez? Donc sortons de l'illusion. Moi j'aimerais aussi, parce que le débat devrait, si on avait le temps, on débattrait aussi de ce que ça veut dire l'économie. L'économie, on ne fait pas n'importe quoi. Tout à fait. C'est quelque chose. L'économie, c'est la nature qui l'a instaurée. C'est-à-dire dans la loi de la non-déchet. Et aujourd'hui, on a, dans les sociétés dites développées, 30 à 40% de déchets, c'est-à-dire de choses superflues. Le superflu est énorme dans les sociétés. Et vous enlevez ce qui est nécessaire. Quand vous mettez en place ce qui est nécessaire à la vie, vous vous rendez compte qu'au-delà de la nécessité, il y a toutes sortes de production, de déchets qui sont absolument inutiles à la vie. Si encore ça produisait du bonheur, on pourrait dire très bien, allons-y. Mais c'est pas ça. Les gens sont angoissés, il n'y a pas de bonheur, c'est pas vrai, il n'y a pas de bonheur. On confond toujours, évidemment, un certain plaisir avec la joie d'exister, etc. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la société n'est pas heureuse, et puis c'est tout. Il faut changer de paradigme, il ne faut pas dire toujours plus, il faut arrêter la croissance économique qui est ridicule. On ne peut pas croître indéfiniment. Une baleine grossit, mais elle s'arrête quand même. Elle ne peut pas grossir indéfiniment. Même l'univers, il paraît qu'il est en extension. Enfin bon, ça s'arrêtera peut-être un jour. Alors cette notion de croissance, de toujours plus et de toujours plus, dans l'insatisfaction. Ouais, je suis devant ma télé, je regarde la télé pour me distraire. Je ne trouve pas dans la télé des choses géniales. Pour me distraire. Et qu'est-ce qu'on me dit? Mais t'as pas assez, t'as pas assez, t'as pas assez. Qu'est-ce que je veux de plus? Je dois manger, je veux ce qu'il faut. Donc ce qui fait que cette manipulation de l'être humain à être constamment insatiable et constamment dans le besoin qui est toujours renouvelé, va à l'encontre de ce qu'on pourrait appeler les lois écologiques qui, elles, mettent à la fois des limites
et en même temps transforme ce que la vie a créé, elle le transforme. Et nous, on dissipe. Au lieu de voir la planète comme vraiment une oasis extraordinaire dans un univers extraordinaire, en fait, inconnu, on la prend pour un gisement, il faut tout épuiser, et du coup, voilà, le bonheur n'est pas là. Monsieur, une question la plus concise possible, s'il vous plaît. Hein. Alors, tu entends bien, c'est ça? Ça va? Oui. Voilà. D'abord, je tiens à féliciter tous les trois intervenants. C'est très cohérent, la prestation de la part de chacun. Ce qui m'intéresse en tant qu'écouteur, c'est comment faire la synthèse et trouver l'élément commun entre toutes ces prestations, parce que chacun a sa valeur. Et quand M. Jean dit que l'incarnation se passe, est possible, et la solution, personne du monde ne se passe, moi, comme simple citoyen, par l'analogie des phénomènes de la vie, comme observe M. Arabi, on voit qu'il a l'univers, la nature fonctionne d'une manière hiérarchisée. Le Corbusier disait, quand l'architecte se met à la table, il sait ce qu'il doit faire. Donc c'est la pensée, sentiment et l'action. Si nos pensées elles sont justes, et c'est là qu'on doit travailler, par l'éducation, par des valeurs spirituelles, parce qu'il y a trois plans. Donc d'abord, ces valeurs spirituelles, la valeur psychique, et après ça, les valeurs physiques, économiques, qui sont tout à fait cohérentes, M. Pierre-Rabhi, mais manque l'élément spirituel dans cette histoire. Parce que la société de consume nous a transformés, nous a formatés, on est une société d'analyse qui dissèque tout et à la fin c'est la mort. On n'a pas capacité de synthèse. Il faut trouver la solution dans les causes, dans le sommet de la pyramide. Oui. Et pourquoi pas vos valeurs? C'est ça ma question. Quelle est la question? Ma question c'est comment mettre ensemble votre point de vue et lancer un programme des valeurs, des repères de valeurs et d'éducation pour toute la société, qui sera un projet collectif et qui attirera les compétences, parce qu'entre ce qu'ils veulent, il reste ce qu'ils peuvent, et à la fin, on peut s'adresser aux structures de la société en disant, voilà, il est cohérent, il est comme ça, essayons de l'exprimer. Et ça, je suis pour Monsieur Picard, parce que, mais ça demande une éthique, ça demande une conscience, et actuellement, votre système est valable pour des personnes éduquées. Donc, manque d'éducation, parce que l'éducation, on se coupe seulement de l'instruction. Donc, faisons quelque chose de concret. On discute depuis 50 ans, et c'est le moment d'agir. Faisons concret une pacte, une alliance, un programme d'éducation des valeurs. Invitons toutes les capacités de tous les domaines d'activité, sciences, spiritualité, art, culture, tradition, et mettons-nous au boulot. Et essayons de trouver des valeurs en commun, des repères en commun, parce qu'autrement c'est la tour de Babel. Qui veut répondre? Bertrand? Je vais vous dire ce que je pense aujourd'hui, mais je ne penserai peut-être pas comme ça dans le futur. Mais le développement spirituel est la chose la plus importante au monde, dans la vie. Mais je pense que ça permet à l'individu de changer, je pense que ça permet à la famille de changer, mais je ne pense pas que ça permet au monde en tant que tel de changer. Bonne réponse. Pierre? Moi, je pense pas, je ne suis pas du tout d'accord. Le changement se fait par individu. Et si nous sommes très nombreux à changer, c'est comme ça que la société changera. Elle ne changera pas parce qu'on va décréter ceci, ou qu'on va bouffer bio, ou qu'on va... Elle ne changera pas comme ça. Elle changera parce qu'il y a un paradigme qui est installé aujourd'hui, c'est-à-dire l'insatiabilité programmée. C'est-à-dire l'insatiabilité, c'est-à-dire la non-satisfaction permanente. C'est pour ça qu'on joue sur l'individu en le mettant en situation de pénurie permanente, c'est-à-dire dans le désir permanent. Et au lieu de voir qu'il est quand même parmi les privilégiés sur cette planète, il a quand même à manger, il a quand même au lieu d'exalter cela en disant « regarde comme tu es privilégié »,
c'est toujours ce qui manque qui prend de l'importance. Et ce qui est, il faudrait quand même que les médias fassent des films sur les enfants qui meurent de faim, sur faire prendre conscience aux nantis de la situation des non-nantis. Et il est évident que l'Occident jamais ne se serait développé sans colonisation. Vous voyez l'Europe, la richesse de l'Europe, rien du tout. Il n'y a même pas de pétrole en Europe, rien. Donc, si l'Europe s'est développée, c'est par l'hégémonie, c'est-à-dire par la migration européenne vers un certain nombre de pays. Et c'était pas prenez-nous, ayez pitié de tout, c'était on vous dégage et on s'installe à votre place. C'est comme ça qu'on a éradiqué les peaux rouges, on a éradiqué, moi je plaide, je suis militant pour que les États-Unis reconnaissent le génocide indien, comme ils devraient reconnaître des tas d'autres génocides qu'ils ont commis. Il faut faire attention à ne pas partir dans l'idée selon laquelle se laisser manipuler par toujours le manque, et le manque qui ne produit pas de satisfaction. Et la satisfaction ne se produisant pas, on essaie de la trouver de mille manières, sauf que le résultat final, c'est que nous sommes dans un pays surdéveloppé, si on peut dire, mais je cherche beaucoup la joie de vivre. Monsieur, posez votre question. Oui, vous. Bonjour. Merci beaucoup aux 4 panélistes. En fait, en posant la question de ce nouveau paradigme que l'on appelle de nos voeux, moi j'en vois un qui peut vous rapprocher tous les 4, mais dont je n'ai pas entendu l'expression cet après-midi, c'est la non-violence. La non-violence chère au Mahatma Gandhi, la non-violence vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la nature en général. Alors Pierre Rabhi, avec la sobriété heureuse, remet un peu au bout du jour cette idée de Gandhi, de la non-violence, mais justement cette année, on va fêter le 2 octobre le 150e anniversaire du Mahatma Gandhi. Et donc ce paradigme qui a été développé par Gandhi et par bien d'autres, comme Martin Luther King notamment, est-ce qu'il ne serait pas temps de le remettre au bout du jour? Et du coup, j'en profite pour avoir la parole pour vous indiquer que, à l'occasion du 2 octobre et du 150e anniversaire du Mahatma Gandhi, cette année, des petits paysans indiens sans terre vont partir de Delhi, eux héritiers directs du Mahatma Gandhi, pour venir à pied jusqu'à Genève pour prôner ces valeurs de non-violence devant les Nations Unies. Et donc, je voulais en profiter d'avoir la parole pour inviter nos 4 panélistes à venir à Genève en septembre 2020 pour les accueillir, parce que je pense que ça sont des valeurs universelles qui peuvent à la fois allier l'exigence individuelle et l'exigence collective de passer à ce nouveau paradigme. En fait, il existe peut-être déjà ce nouveau paradigme, mais c'est celui de la non-violence. Je voulais juste avoir votre avis là-dessus, si c'est possible. Merci. À quelqu'un de particulier? Moi, tous les 4, c'est parfait, mais... Non, mais je suis totalement d'accord. Ok, alors Bertrand ou Pierre? Je ne pense pas que ça ira sans violence, mais... Non, l'histoire, il ne faut pas, enfin, subjectivement, il ne faut pas faire de la gymnastique dans le ciel bleu, mais l'histoire nous apprend que jamais des maîtres du monde, quelle que soit la situation, le siècle, etc., ont renoncé volontairement, pacifiquement à leur extraordinaire pouvoir, à leur extraordinaire privilège. Ça ne s'est encore jamais passé. Mais c'est vrai que j'étais sur la tombe du Mahatma Gandhi en Inde, etc. Il y a quelque chose, cet homme a mis au monde une revendication, un esprit qui mérite un respect infini. Mais l'histoire nous apprend que sans violence, vous ne brisez pas un système d'oppression. Peut-être que ça change. Bertrand, Quand j'ai posé la question au Dalai Lama de savoir dans quelle mesure la violence était acceptable, il m'a répondu que si on pouvait éviter avec une petite violence, une violence plus grande, il ne fallait pas hésiter à être violent. Très bien. Gandhi disait contre la lâcheté et la violence, il choisirait toujours la violence. Madame et après Madame. Non, allez-y, posez votre question et après vous, Madame. Nicolas Bafofiore, le Focus Foundation. Nous venons de perdre une femme merveilleuse dans ce monde, Polly Higgins, pour l'Ecocide. Ecocide qui était sur l'agenda dans ce bâtiment et enlevé par 4 pays pétroliers. Est-ce que vous croyez que la loi Ecocide, qui est comme génocide, mais crime contre la terre et l'environnement, ne serait pas suivie et mise sur les statuts de Rome pour que vous ayez un contrôle sur les coopérations?
le CEO d'une coopération sera responsable pour le pétrole, pour le dégât. Et nous n'avons pas ça encore. Est-ce que vous serez pour ça, les mouvements du panneau? Jean, c'est une question pour toi. Non, pas du tout. Non. Moi, je suis question, intervenue au Parlement là-dessus, justement, parce que j'ai rencontré, c'était une jeune femme française, maintenant son nom m'échappe, Valérie Cabane, qui a beaucoup écrit sur la notion d'écocide et sur son importance. Et ça m'a inspiré une intervention au Parlement, malheureusement qui a été rejetée sèchement par le Conseil fédéral. Mais je pense effectivement que c'est très important parce que d'abord dans l'écocide, il y a la reconnaissance de l'atteinte qui est faite. Et ça, c'est toujours un premier pas, c'est de reconnaître l'atteinte. Et puis ensuite, il y a la responsabilité qui est instaurée, c'est-à-dire qu'on cesse cette espèce de situation d'impunité à l'échelle globale, parce que finalement, c'est ce que Jean a très bien montré, il y a des acteurs globaux qui bénéficient d'une forme d'impunité parce qu'ils sont au-dessus des lois des nations, précisément. Et comme le problème, c'est que comme les enjeux environnementaux n'ont pas de frontières, que les atteintes environnementales n'ont pas de frontières, on le voit maintenant avec le climat et la biodiversité, c'est justement nécessaire de reconnaître ces atteintes dans leur globalité, de désigner des responsables et de pouvoir les punir. Et il faut la signature de 81 pays seulement. Et Polly Higgins a eu presque 80 pays pour signer. Ça, c'est une révolution à faire à l'ONU. J'ai demandé à la Suisse, justement, j'ai demandé au Conseil fédéral s'il pouvait demander ça à l'ONU. Voilà. Madame. Merci, madame. Mais il n'est pas d'accord. Voilà. Madame, posez votre question. Pour le moment, il n'est pas d'accord. Votre question, s'il vous plaît. On parlait aussi du climat social. Votre question, s'il vous plaît. Merci. Alors justement, je me suis peut-être mal exprimée, mais j'ai commencé dans la partie sur la liberté par dire que la liberté n'est pleine et positive
que lorsqu'elle est associée à la responsabilité. Et ça, c'est la limite. Et cette responsabilité, elle est individuelle, certainement. Hein, c'est une responsabilité morale que chacun d'entre nous a en lui et devrait solliciter. Mais c'est aussi une responsabilité collective qui, là, relève de la responsabilité de personnes qui, comme moi, ou comme... Il faut appuyer quelque part. Ah, alors, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je sais pas si... Moi, j'ai mis à fond sur le... Quand je vous écoute, moi, j'ai mis à fond sur la molette, là, comme on dit dans le canton de Vaud. Je sais pas si vous l'avez fait, mais... Mais voilà, je disais, il y a aussi une responsabilité collective qui est extrêmement importante et qui exige dans certains domaines, ça a aussi été dit par Bertrand Piccard, il y a des domaines où il faut des régulations. Parce que les conditions cadres actuelles favorisent justement les inégalités, elles favorisent la surexploitation des ressources, et elles sont problématiques. Et donc, c'est évident pour moi que la liberté, qui est une valeur magnifique, mais la liberté, elle doit être cadrée par cette responsabilité à la fois individuelle, mais aussi collective. Et si j'ai cité la liberté, c'est parce qu'elle était sur le document qui nous a été remis comme une des valeurs centrale de ce nouveau paradigme social. Donc, ce n'était pas ma volonté de parler particulièrement de ce thème, mais je pense justement, si on parle de liberté, on doit parler de responsabilité, responsabilité envers l'environnement, responsabilité envers les générations futures, responsabilité envers les pays moins aisés que le nôtre, responsabilité envers les personnes qui sont dans des situations plus difficiles que nous dans notre propre pays. Et ça doit effectivement être dit et être vécu par les gens et par les collectivités. On va prendre encore une ou deux questions. Alors malheureusement, on n'a plus de son, parce que les employés de l'ONU à 18h, ils finissent. On a pris un peu de retard. Donc, alors, c'est qui par ordre? Dominique. Charles? Dominique. Alors, Dominique Mangagna, je suis privé. Ouais, il faut parler fort, on n'a plus de micro. Hein. À quoi peut ressembler ou sera la nouvelle humanité qui incarnera le nouveau paradigme? Parce qu'on était vraiment peu dans les divers domaines de la vie, en tenant compte qu'on n'est pas tous paysans. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'agriculture. Moi, je travaille dans le tertiaire. Je me demande où sera ma place dans le nouveau paradigme. Parce que je pense qu'il n'y aura pas uniquement des paysans sur la terre. Donc, c'est aussi quels autres domaines de la société sont impactés par ce nouveau paradigme. Bertrand, Jean? Non. Dans le tertiaire, dans le tertiaire, il y a une révolution extraordinaire qui est possible avec les nouvelles technologies. Si on veut vraiment permettre aux gens de vivre bien, avec moins d'énergie, avec des technologies nouvelles, avec moins d'impact sur l'environnement, vous êtes exactement au bon endroit avec le tertiaire. Aujourd'hui, vous avez des démonstrations très spectaculaires d'entreprises qui autrefois vendaient du gaz, comme Engie, et qui aujourd'hui ont plus de profit en aidant leurs clients à consommer moins d'énergie qu'en vendant de l'énergie. Avec des nouveaux systèmes de digitalisation, de répartition d'énergie renouvelable, stockée pour couper les pics de consommation, etc. Et vous n'avez pas besoin d'être un paysan, ou d'être un agriculteur, ou d'être un éleveur, pour pouvoir contribuer à cette révolution-là. Il n'y a plus de micro, vous parlez fort. Pierre? Non, moi aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les outils sont en train de prendre le pouvoir. C'est-à-dire, sans les outils que nous avons inventés, on est de plus en plus devant des écrans. Les jeunes sont devant des écrans. Donc il y a une mise en place d'une dépendance où l'être humain va être dépassé et subordonné à ces outils. Ce qui fait que la subordination aux outils fait que sans l'outil, on ne peut plus rien faire. Et c'est pour ça que la fragilité du système, supprimer l'électricité, supprimer la communication, supprimer le carburant, et c'est l'effondrement général du système. C'est pour ça que nous disons que ce système est d'apparence puissant, mais de réalité extrêmement fragile. Et de plus en plus de citoyens sont subordonnés à tous ces outils, et on voit de plus en plus l'être humain, en quelque sorte, mis en marge de son propre destin, avec l'incapacité des jeunes à travailler de leurs mains,
avec la prolifération des écrans, c'est-à-dire le monde virtuel qui prend de plus en plus de place par rapport au monde réel, on voit de plus en plus de gens qui ne sont pas, on dit les paysans, mais si, vous savez, pendant les guerres, quand il n'y a plus rien à bouffer, tout le monde se souvient du cousin paysan. Ça c'est sûr. Le pauvre type qui n'a pas réussi. Quand il n'y a plus rien à bouffer, c'est lui qui prend de l'importance. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train de modifier les choses en pensant qu'avec... Pardon? Ah, pourtant je mets à 10 de ma voix, mais bon, elle est insuffisante. Non, ce que je veux dire par là, et ce qui m'effraie vraiment, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas dans du réalisme. Nous sommes complètement mystifiés par les outils que nous avons créés, qui sont en train de se rendre absolument indépendants. Et le jour où il y a une pénurie alimentaire réelle, à ce moment-là, peut-être qu'on comprendra où se trouve l'essentiel par rapport au superflu. Comme l'accumulation du superflu, vous savez, on évalue à peu près à 30-40% de rebut, c'est-à-dire la société dans son métabolisme général de production, elle produit 30 à 40% de choses inutiles. Ce qui fait que du coup, les choses indispensables sont de plus en plus réduites et le tout est falsifié, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système réaliste. Donc le problème aujourd'hui, c'est est-ce que nous allons être dominés par les écrans, par la télécommunication, par toutes ces choses-là, qui feront qu'une société agglomérée, c'est-à-dire dans des cités, va-t-elle pouvoir s'en sortir s'il y a des pénuries alimentaires, par exemple? Aujourd'hui, si les camions ne desservent pas les villes n'ont pas à manger. Et c'est pour ça qu'on plaide pour que, justement, l'agriculture, le jardinage, toutes ces activités de survie soient mises en place. C'est certainement pas à coup d'écran qu'on va bouffer. Donc voilà, c'est un peu ce que je me permets de dire. Et si j'ai dit ça, c'est vraiment fondé sur une conviction extrêmement profonde que nous avons mis à l'épreuve des faits depuis 50 ans, plus de 50 ans, où nous avons fait ce retour à la terre et on a constaté finalement que la racine des choses, c'est soi-même. Et bien entendu, si on n'a pas à manger, tout le reste n'a plus aucune importance. Et qui produit à manger? C'est le paysan. Malheureusement, les paysans n'existent plus suffisamment. Voilà, attendez, bon, vu l'heure qu'il est, je pense qu'on a déjà débordé largement en fait notre temps. Oui, enfin bon, peut-être la dernière question, et j'aimerais après que chacun des intervenants et notre intervenante disent le mot de la fin avant de terminer cette table ronde. Une dernière question, et après, Jean, Bertrand... Non. Ils vont fermer? Bon, ben alors, plus de questions. Alors, quelques mots, Jean, Bertrand. Excusez-moi, j'en ai une. Non. Oui. La dernière. Jean, tu peux un dernier mot, mais très court, hein, parce que sinon on va nous expulser. Oui, alors, vous m'entendez? Oui. J'ai été longtemps membre du comité exécutif de l'Internationale socialiste, ça ne servait à rien du tout, mais Willy Brandt, le grand Willy Brandt, vous avez toujours dit aux jeunes, à Jospin, à Hollande, à moi, etc., à l'époque, quand vous parlez publiquement, tout doit être analytiquement juste, mais à la fin, il faut de l'espoir. Si quelqu'un quitte la salle sans espoir, vous aurez dû rester à la maison. Donc l'espoir est... Attends. L'espoir se résume à ceci. Le Che Guevara a dit « Les murs les plus puissants tombent par des fissures ». Et si vous regardez le monde maintenant, cette assemblée ce soir, qui a créé de la conscience, vous regardez les gilets jaunes, vous regardez
les centaines de milliers de jeunes dans toute l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord qui, pour le climat, critique radicale, vont sur la rue, dont 2 de mes petits-enfants, vous voyez que l'espoir grandit. Et je termine par cette phrase que tu as citée, mais mal citée, de Pablo Neruda, l'ami de Salvador Allende, et qui a été assassiné par les mêmes fascistes qui ont tué Salvador Allende. Pueden cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Eux, nos ennemis, pourront couper toutes les fleurs, mais jamais ils ne seront les maîtres du printemps. Merci. Voilà, fini. Je pense que dans le genre de discussion et de débat qu'on a eu aujourd'hui, il y a 3 stades. Le premier stade, c'est reconnaître le problème. Je crois qu'on est tous d'accord, mais ce n'est pas ça qui crée de l'espoir, ça crée plutôt de la dépression. Pour avoir de l'espoir, il faut parler des solutions pour résoudre le problème. Mais une fois qu'on a parlé des solutions, ça ne suffit pas. Ce qui est indispensable, c'est l'implémentation des solutions. Et autant il faut du réalisme pour voir le problème, autant il faut de l'espoir pour trouver des solutions, autant il faut énormément de volonté et énormément de pragmatisme pour implémenter ces solutions. Sinon, on restera toujours dans ce mot que je déteste, c'est le wishful thinking. Cette phrase anglo-saxonne qui dit qu'il suffit de penser à quelque chose pour croire que ça va se réaliser. Ce n'est pas comme ça que le monde marche. Ce n'est pas comme ça que le monde marche. Ce n'est pas avec le wishful thinking. Donc si on veut changer le monde, il faut un côté extrêmement pragmatique, concret. On ne va pas changer la nature humaine, mais on peut composer avec cette nature humaine. Merci. Est-ce que vous avez entendu parler du mouvement Colibri? Oui. Colibri. Venu de quoi? Un jour, j'ai lu une légende amérindienne. Elle dit quoi cette légende amérindienne? Un jour, il y a eu un incendie de forêt. Tous les animaux atterrés regardent le brasier impuissant. Le colibri va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec, il les jette sur le feu et il s'active. Et il y a le tatou qui le regarde depuis un bon moment, il lui dit: Colibri, tu penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu? Il dit: oui, je le sais, mais je fais ma part. Et je pense que si nous étions nombreux à faire notre part, le monde changerait. D'autres recommandations que je me fais aussi, la chose qui fera évoluer les choses, c'est que nous rentrons chez nous et nous nous réconcilions avec ceux, avec nos voisins, si nous sommes fâchés, avec nos compagnons, avec nos compagnes, avec tout ça. Et ça fait les choses. Parce que dans cette dynamique, c'est une dynamique de la bienveillance. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est la dynamique de la bienveillance. Parce que aux armes, à la guerre et au meurtre et au désastre, il y a des budgets formidables. Et puis à côté de ça, une humanité qui n'est même pas heureuse dans la surabondance. Donc le problème aujourd'hui est strictement individuel et on ne peut pas changer une société si chacun de nous. Alors c'est pour ça que je suis un saint, moi. Je ne transporte pas dans mes royaumes parce que ça donne des complexes à tout le monde. Comme ça, on n'y arrivera pas. Donc je me pose comme exemple. Quand on dit les choses, on ne dit pas les choses pour essayer d'endoctriner. Soit c'est un fait absolu que la bienveillance est quand même meilleure que la guerre et la malveillance. Voilà. Est-ce que nous pouvons l'accepter? Et ça c'est humain, en dehors de toute la cérébralisation des choses, toutes les images qu'on se fait d'un monde. Non, le monde est entre nos mains, c'est à nous à changer. Voilà ce que je pourrais dire comme Voilà, la fraternité, c'est le rapprochement. Adèle. Moi, j'aimerais finir sur 2 points. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y avait un besoin de synthèse.
entre ces différentes interventions et peut-être qu'on a pu avoir l'impression à certains moments que Pierre Rabhi et Bertrand Piccard avaient une autre vision des choses. Moi, je ne le vois pas comme ça parce que à l'intérieur de moi, je suis Pierre Rabhi. J'ai besoin de valeurs fondamentales, j'ai besoin de spiritualité, j'ai besoin d'un changement de conscience, d'un changement émotionnel. À l'intérieur de moi, je suis comme vous. Mais à l'extérieur, je me bats avec les mêmes arguments que Bertrand Piccard, et il le sait parce que lui, il se bat à essayer de convaincre les milieux économiques qui sont souvent très difficiles et très réfractaires à notre vision. Et moi, je me bats à convaincre le monde politique, où c'est également, en tout cas au niveau où je suis, dans mon arène à moi, qui est le Parlement fédéral, c'est extrêmement difficile. Et dans cette arène-là, dans nos arènes, la conscience, ça ne suffit pas, on a besoin d'arguments pragmatiques. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas cet ancrage fondamental, et je vous encourage à cultiver ces dimensions, non pas comme des dimensions contradictoires, mais comme deux dimensions nécessaires et complémentaires de votre engagement. Et puis, la dernière chose que j'aimerais vous dire avant qu'on se quitte, c'est que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Moi, je ne suis pas une révolutionnaire. J'aime pas les révolutions et j'ai beaucoup aimé cette personne qui a parlé de non-violence. On est dans un pays démocratique. Vous décidez qui vous dirige. Vous décidez. Alors, décidez. Et puis, vous décidez aussi ce que l'économie produit parce que c'est vous qui achetez ces produits. Alors, décidez ce que vous achetez et décidez qui vous dirige et ça va changer très vite. Une dame qui va organiser, oui. Oui, c'est fini là. J'étais en train d'imaginer que j'allais prendre la parole, mais j'espère que Très ça court, va faire contente à Michel Ziegler dans la note d'espoir et dans l'autre côté pragmatique. Pour continuer, je pense, à travailler dans ces questions-là, je m'aimerais vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, que le prochain Forum social mondial, c'est celui de 2020, se passe à Barcelone. Le sujet, c'est les économies transformatrices. Et il a la valeur, je n'ai pas connu le précédent, d'être déjà en train de mettre en pratique ces principes dont on a parlé depuis sa préparation, qui a démarré depuis l'automne dernier et particulièrement en avril dernier. Du coup, tous ces sujets-là autour de l'éducation, l'agroécologie, le féminisme et les politiques publiques sont déjà traités depuis l'organisation et j'espère que ce sera le lieu où on pourra trouver pour cette schéma que, comme disait M. Ziegler, se fait en marchant, une boussole qui nous aide à nous orienter. Voilà. Avant de se faire expulser, merci à vous. Merci à vous.